Petit temps, non, pas du tout. En fait, il est 18h pour ceux qui nous regardent sur YouTube. On est pile à l'heure et on est ravis de vous retrouver pour le meet-up de la semaine. Cette semaine, on retrouve l'entreprise PitchBoy qui va venir nous parler d'un cas d'usage de chez eux et comment est-ce qu'on transforme de la connaissance en compétences et comment est-ce que les technologies immersives vont servir à faire ce genre de choses. Je rejoins directement mes invités de cette semaine, qui sont deux. Bonjour Marie, bonjour Romain, et évidemment Cédric qui s'installe. Bonjour. Voilà, comme on vous dit, tout le monde est ouvert. Bien sûr, nous sommes à l'heure. C'est dans mon ADN. Salut Romain, salut Marie. Salut. Bienvenue. Salut. Merci. Alors, Hop. donc vous êtes de l'entreprise PitchBoy. Qu'est-ce Oui. que... si vous deviez définir l'entreprise en quelques mots, c'est quoi PitchBoy? Ouais, Romain, je te laisse le plaisir de pitcher. PitchBoy, c'est une solution qui permet à tout le monde de mieux communiquer, de s'entraîner à mieux communiquer. Voilà. Ok. Donc, D'accord. Donc, Et pour compléter ce que dit Romain, c'est un simulateur de conversation. Donc ça permet effectivement par une solution de pouvoir s'entraîner à tout type de conversation qu'on pourrait avoir dans la vie quotidienne, professionnelle. On va creuser sur certains cas aujourd'hui ensemble. d'accord, ok. Ça marche. Bah, super cool. Et tout ça en VR. Et tout ça Alors, entre autres pas en que en VR. VR. Absolument. oui, t'as- Pas que. Ah bah voilà. Bah, tu on as met dans réalité du pied dans le virtuelle, plat. tu as des simulations téléphoniques et tu as des simulations, comment dire, en 2D, où on peut simuler une visio, tu vois, comme on est en train de faire là, tous ensemble. Ouais, ok, d'accord. Et vous êtes créé du coup autour de la VR ou non c'est un secteur que vous faisiez déjà avant, c'est ça? Et vous avez utilisé le nouveau médium qui est la VR? On le verra peut-être un peu plus tard dans la présentation. Hein, mais vous me Ouais, dites, on va hein, c'est pouvoir la question. te raconter tout ça, mais on a commencé par la VR, effectivement. D'accord, ok, ça marche. Ça roule. Eh ben, on vous laisse la main pour venir nous Je parler. me remets dans le cadre. Pour venir nous parler du Ah, sujet le but, c'est que ce soit... de- Oh, bah écoute, merci beaucoup. Le but, c'est que ce soit interactif, donc n'hésite pas aussi à nous interrompre s'il y a des questions. Moi, je vois pas le chat en direct, donc Romain, si tu l'as, n'hésite pas aussi. Pas de souci. Euh, On veille au relèvera grain. et le chat, et on encourage bien sûr le chat à participer. Hein, très clairement, si vous avez des questions à nous remonter, on les remonte avec grand plaisir. Et on aura Absolument. nous-mêmes des questions, forcément. C'est ça, on commence, voilà. Nous, on remonte les questions, le chat, enfin voilà, les règles de. On commence à avoir quelques personnes qui ont l'habitude et qui connaissent les règles, donc vous inquiétez pas, on va être nickel. Excellent. Eh ben écoute, on va peut-être commencer par se présenter. Donc moi, je vais démarrer. Romain, je te Allez. coupe le. Donc je suis Marie. Je m'occupe de la direction commerciale et marketing chez PitchBoy et j'ai accompagné pendant presque 5 ans le déploiement de solutions de formation simples et complexes, mais toujours en digital auprès des grands groupes, avec une forte expertise plutôt domaine banque, assurance, énergie et transport. Et je suis ravie de partager la parole avec Romain aujourd'hui. Je te laisse t'introduire, Romain. Ouais. Moi, je suis Romain Boudré, donc je suis CTO, directeur technique et cofondateur du PitchBoy. Et donc, mon profil, mon background, c'est ingénieur, bien entendu, et je suis un passionné, voilà, de la technologie, du produit. Je suis un techno-optimiste, et donc voilà, tous les sujets d'innovation, c'est quelque chose qui me drive énormément et dans lequel, voilà, j'adore développer de nouvelles solutions. Cool. J'avais pas réalisé à quel point pour vous c'est un exercice du coup de vous présenter alors que vous avez une solution pour justement. C'est la première fois fou, pour hein. vous sur Twitch par exemple? Sur Twitch, ouais, c'est la première fois. On a fait beaucoup de clubhouse, on fait beaucoup de webinaires. Oméric Dessart, notre CEO, est habitué des plateaux, notamment BFM, mais autres aussi. Ok. Donc, mais sur Ça Twitch, marche. ouais, première. Donc très chouette, Ouais, c'est un bon moment. Et ben, bienvenue. Merci. L'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir parler de VR, mais pas que, parce qu'en fait, on a vraiment un ADN autour du langage. Et rien de mieux pour l'illustrer de ce qu'on a pu faire avec certains clients, et en l'occurrence Bouygues Télécom. On pourra parler d'autres cas d'usage, mais le cas Bouygues Télécom nous a semblé assez à propos pour présenter la solution.
Je vais leur donner un petit peu de contexte sur le cas Bouygues Télécom. Ils avaient un enjeu très très fort dans toutes les boutiques à faire monter en compétences, donc à transformer tout le savoir, toute l'expertise des conseillers, que ce soit de l'expertise produit, technique, offre, et à leur permettre de transformer ce savoir en pitch, en posture client. Donc vraiment d'assurer un bon accueil et une très bonne relation client en agence. Et le trou dans la raquette chez Bouygues Télécom, c'était que leur formation était plutôt très bien digitalisée, bien transmise. L'onboarding des collaborateurs, leur intégration était de bonne qualité. Là où ça bloquait un petit peu, c'est de pouvoir mixer et la partie process, donc par exemple gestion de la file d'attente dans un magasin en fonction de l'affluence, plus des sujets plutôt d'ordre soft skills, la courtoisie, la relation client, la gestion, parfois ça peut arriver d'incivilité, de posture, ouais, de conflit, absolument. Donc ils se sont posé la question d'une solution qui pouvait mixer ces deux besoins de monter en compétences, parce qu'ils avaient identifié des solutions, mais pour chaque partie. Et l'idée, ça a été de se dire assez rapidement de partir sur un format en réalité virtuelle, parce que ça permettait de pouvoir immerger, d'une part, donc faire vivre la situation. La solution PitchBoy intégrait l'utilisation de la voix et du langage, donc vraiment de pouvoir travailler sur de la posture, du savoir-être et du savoir-faire. Donc assez rapidement, dans leur recherche, ils ont rencontré PitchBoy et on a travaillé ensemble. Donc ça a couvert vraiment ces deux axes, posture et procédure. Et finalement, l'objectif, c'était surtout de s'éloigner du ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, ce qu'ils appellent le do don't. L'objectif, c'était vraiment de mettre en action et pouvoir donner un feedback. Mais là, c'est Romain qui va plutôt en parler après sur toute la partie analyse. Qu'est-ce qu'on fait de ce langage chez PitchBoy? Notre force, notre métier, c'est de l'analyser. Sur le métier, ouais. Ouais, exactement. Donc, comme l'introduisait Romain, la solution, c'est de la VR, mais pas que. Vraiment, l'ADN, c'est le langage et l'analyse du langage. Et on va analyser ce langage dans des simulations de conversation. Donc, on peut simuler des conversations voix. Par exemple, chez Orange, en Belgique, on a accompagné les centres de relations clients à savoir gérer une réclamation client. Ils ont beaucoup d'appels sur de la réclamation client. Ça peut faire un peu peur quand on prend son poste, quand on ne connaît pas les process, et donc on les a mis en simulation téléphonique. Chez BNP Paribas, ils travaillent de plus en plus sur de la vente à distance. Vos conseillers, vous les voyez de moins en moins en agence, c'est beaucoup du Teams ou d'autres outils de visio. Donc là, on travaille sur de la simulation avec du client en visio, donc là sur du format vidéo 2D. Et puis, bien entendu, le cas qu'on va aborder, Bouygues Télécom, sur un format plutôt vidéo 360, immersif, et donc là, déployé en casque de VR, mais pas que. Ça peut aussi se déployer plus simplement dans des cardboards avec un ordinateur ou avec un téléphone ou sur ordinateur. Donc voilà un petit peu sur notre ADN. Je ne sais pas, Romain, si tu veux peut-être rentrer un peu plus dans le différent, le moteur en fait, et le pilier les piliers de la solution. Tu veux que je continue et reprendre la partie tech? Ouais. Alors très concrètement, comment ça fonctionne? Donc, comme disait Marie, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un simulateur de conversation qui permet d'immerger l'apprenant dans différents types de situations. Donc, soit ça peut être une conversation au téléphone, ou une simulation d'une visioconférence comme on est en train de faire là, comme je disais, ou en réalité virtuelle, qui est, on va dire, l'expérience triple A, où là, on va vraiment immerger l'apprenant en situation réelle, comme s'il y était. Concrètement, en fait, tu vas prendre ton casque de réalité virtuelle, tu vas le mettre sur la tête. Mettons que tu es un commercial, tu dois t'entraîner à pitcher ton produit. Donc, tu mets ton casque, tu te retrouves dans une salle de réunion, tu as ton prospect qui rentre dans la pièce, qui s'assoit en face de toi et qui dit « Alors, parlez-moi de votre produit ». Et donc, toi, tu vas faire la même chose que tu ferais dans le monde réel, tu vas parler à la personne en face de toi. Et en fonction de ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, le débit que tu vas avoir, est-ce que tu parles avec les mains comme je suis en train de le faire là, la personne va réagir. Donc soit elle va répondre à ta question, soit elle va te relancer par rapport à ce que tu as dit. Et donc à la fin de ta conversation, on va analyser ta performance. Donc est-ce que tu parlais trop vite? Est-ce que tu as déroulé le bon argumentaire dans ta présentation? Est-ce que tu as su répondre correctement aux objections, aux questions qui étaient posées à la ou les personnes en face de toi? Tu vas avoir le feedback de ta performance qui va être détaillé. Et tu as une brique de replay qui te permet de te réécouter sur la simulation que tu viens de faire. Donc là, tu t'entends parler et tu vois tes feedbacks qui s'affichent en temps réel.
Et si tu refais la simulation juste après, le Pitch Boy te mettra dans des situations auxquelles tu n'as jamais été confronté dans cette simulation, ou il te mettra dans des situations dans lesquelles tu n'es pas très performant. L'objectif étant de te faire travailler sur tes points faibles. Ouais, bien sûr. Pitch Boy, en fait, c'est quoi? C'est un petit peu ton simulateur de vol dans lequel tu vas pouvoir t'entraîner autant de fois que tu le souhaites et réessayer soit te créer des automatismes ou soit réessayer d'autres méthodes, d'autres argumentaires que tu peux développer en simulation. D'accord, ok, ça marche. Et alors, du coup, techniquement, ça marche comment? Parce que du coup, ça va être de l'analyse sémantique, ça va être... Enfin, en fait, quels sont les paramètres, du coup, que vous prenez en compte là-dessus? Parce que... Et après, on passera peut-être au slide suivant, mais enfin, c'est vrai que j'ai plein de questions sur l'aspect technique en lui-même. Alors, J'ai pas de slide qui présente le mécanisme, mais Romain, peut-être en pitchant, tu peux peut-être l'expliquer bien un peu en détail. Très concrètement, ce qu'on va analyser, c'est principalement ce que tu vas dire. Donc, c'est vraiment les mots, tout ce que tu vas exprimer en parlant. Je vais vulgariser, mais après, si vous avez des questions, on peut rentrer plus en détail. Mais en gros, on a le Pitch Boy qui va prendre ta voix, qui va transformer ta voix en texte. Donc, c'est des technos qu'on appelle de speech to text. Ensuite, nous, on va avoir des technos qui sont effectivement des technos d'analyse syntaxique, qui vont analyser le texte et essayer de l'analyser comme le ferait un humain. Donc là, c'est des algorithmes qu'on appelle de type NLU, dans le domaine du NLP, pour Natural Language Understanding, pour tout ce qui est, du coup, analyse de texte. Et une fois que, du coup, notre IA analyse ce que tu as dit, en fonction, du coup, de l'intention que tu as exprimée, du sens de la phrase que tu viens de donner, il va faire réagir l'avatar avec lequel tu es en train d'échanger. Donc, tout ça se fait en temps réel. Et donc, tu as besoin aujourd'hui d'une connexion Internet parce que, toute l'IA, elle est hébergée sur nos serveurs. Ouais, forcément. Ouais. Et du coup, c'est vous qui avez la main ou vous êtes parti d'une stack existante que vous avez enrichie avec un dictionnaire, j'imagine, Est-ce que vous rapportez un dictionnaire typiquement en fonction des cœurs de métier que du coup vous allez avoir? Est-ce que... Ouais. Comment ça se passe du coup là-dessus? Alors, on utilise des technologies open source et des technologies qui sont propriétaires payantes. Pour la partie, par exemple, speech to text, on n'a pas créé un algorithme, de speech to text. On en a sur le marché qui fonctionne très bien. On utilise, normalement, aujourd'hui, Google Speech, sur lequel on est en train d'en revenir et on a une nouvelle techno qu'on est en train d'utiliser qui va fonctionner beaucoup mieux et beaucoup plus vite que celle de Google Speech. Sur tout le reste, on est sur des technos open source et du coup, c'est du code maison propriétaire qu'on a assemblé à partir de cette partie-là. Et pour tout ce qui est analyse syntaxique, on est sur, tu as des frameworks en fait d'analyse syntaxique. Pareil, on est sur du domaine de l'open source. Et après, on crée nos propres modèles qui vont nous servir à prendre des décisions en temps réel dans les scénarios qu'on va construire pour nos clients. Alors, à savoir que chaque simulation qu'on fait pour nos scénarios est faite sur mesure. Donc, chaque critère d'évaluation est fait sur mesure et chaque conversation par extension est également fait sur mesure, quoi. Et dans la simulation, comment ça fonctionne? En fait, les échanges, on est sur un arbre de conversation, en fait. Pitch Boy n'est pas une intelligence artificielle avec laquelle tu peux parler de la pluie et du beau temps. Voilà. Tout à fait. Tout est scripté en amont. C'est pas son but. Non, mais si tu veux avoir une simulation pour parler de la pluie et du beau temps, on va scripter une conversation qui va parler de la pluie et du beau temps. Et en termes d'embranchement, de densité, de type d'échange que tu peux avoir avec là ou les personnes en face de toi, on est illimité. La seule limite possible, c'est la limite qu'on va se donner quand on va créer la simulation pour un scénario de formation. Ouais, c'est ce qu'on voit sur la slide là, du coup, avec l'arbre décisionnel, du coup. L'arbre de décision. J'ai pas les retours, mais oui, c'est ça. C'est vraiment. Le fonctionnement, c'est un petit peu comme le livre dont vous êtes le héros. Je sais pas si tu avais ça, toi, quand tu étais plus jeune, mais voilà. Bon, si tu dis ceci ou tu fais cela, boum, voilà, on va te mettre dans tel et tel type de situation. Avec des vrais choix. Un petit peu. Pour les amateurs de jeux vidéo, c'est un petit peu le jeu vidéo rêvé. Voilà. Celui où vous allez faire des vrais choix, des vraies actions. Ok,
Ok, ça marche. Donc du coup, demain, je viens avec mon langage métier spécifique. Il y a un travail, j'imagine, en amont qui est fait donc, pour générer une sorte de dictionnaire, hein, un modèle. C'est ce que tu disais. Venir enrichir en fait ce modèle et à partir de là, l'IA va être compétente en fait pour vous guider en plus d'un arbre de décision du coup. Voilà, ça c'est notre partie en fait. C'est nous qui nous occupons de produire et de développer tout ça. Très généralement en fait, notre client va venir avec déjà en fait une méthodologie, une méthode de vente par exemple qu'ils ont établie chez eux. Et nous on va créer une simulation dans laquelle l'apprenant va devoir mettre en application la méthode de vente qu'il est supposé avoir appris via tout le programme de formation qu'il a aujourd'hui. Donc nous, on ne va pas disrupter le programme de formation chez le client. On va vraiment se mettre en bout de chaîne et on va être la simulation dans laquelle on va t'évaluer pour vérifier que tu as été capable de mettre en application tout ce que tu as appris dans ton programme de formation. Cool. Sur le cas Bouygues Télécom, ils avaient déjà des process établis, des process commerciaux, des démarches établies, et ils avaient des attentes en termes de niveau, de standard d'accueil, de posture commerciale. Donc en fait, le travail qu'on a eu à faire, c'était de scripter pour raconter l'histoire et avoir un persona client en face de soi qui arrive en boutique. Et puis ensuite, de pouvoir faire une grille d'analyse, donc d'avoir les différents critères qui sont analysés à la fin, ce qu'on va mesurer par rapport au langage et à ce qui est dit. Donc une fois que ça a été fait, c'est intégré effectivement dans l'arbre de décision, dans l'outil auteur qu'on a créé. Et puis après, les clients peuvent être complètement autonomes aujourd'hui pour créer leur propre scénario, puisqu'on leur met entre les mains l'outil auteur. Okay. Une sorte de CMS, un gestionnaire de workflow, du coup, et bam, ils viennent... Ouais, exactement. Exactement. Super cool. On a une question dans le chat qui nous dit... excuse-moi. Ah bah vas-y. Ça, j'allais poser exactement la même question. Donc, déroule. Ah, d'accord. Ça marche. On nous disait, une question dans le chat qui nous dit, effectivement, on analyse le texte, et est-ce qu'on analyse également, et j'imagine que oui, du coup, le ton de la voix, mais c'est compris dans le natural language au final, mais... Alors, le NLU est uniquement basé sur le texte, et effectivement, si on développe, l'idée c'est de monter sur toute la prosodie que va exprimer une personne quand on va parler. Donc, on n'est pas sur tous les points de la prosodie, mais on va être principalement sur la tonalité au niveau de ta voix. Donc, on peut analyser si tu es neutre, si tu es fâché, si tu n'es pas fâché. Ça reste au niveau de l'état de l'art assez complexe. Il y a pas mal de technos là récemment qui sont bien développés là-dessus. Et on a vraiment des algorithmes qui fonctionnent bien. Mais IBM notamment qui lead un petit peu le marché à ce niveau-là avec Watson. Ouais, alors IBM fait beaucoup de communication là-dessus. Dans la réalité, le taux de reconnaissance avoisine pas un niveau assez performant pour pouvoir l'utiliser en réalité auprès de nos clients. Ouais. Tu vois, on parlait de la technologie. Quoi Ouais. On utilise plein de petites technos qui viennent soit de start-up, soit qui sont dans l'open source, et en fait qui permettent de faire des choses qui remplissent parfaitement notre besoin, sans aller sur des technos, tu vois, qui sont powered by IBM, qui te font papa-maman, et en réalité, nous, on a juste besoin d'analyser la tonalité dans la voix. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps sur des algorithmes très simples qui font que ça au niveau de l'ingénierie du son. Donc nous, on va se baser sur ce type d'algo-là. Je parlais de Google Speech tout à l'heure. Tu vois, c'est l'état de l'art, c'est le meilleur au monde pour la reconnaissance vocale. C'est-à-dire, je parle et il va essayer de transcrire au mieux ce que je viens de dire en temps réel. En français, le taux de reconnaissance est de 85%. C'est-à-dire que quand j'ai parlé, avec un super micro, j'ai pas de bruit autour de moi, il y a quand même 15% de chances qu'ils me remettent quelque chose qui soit complètement à côté de la plaque sur ce que je veux dire. Donc là, on revient un petit peu sur ce type de techno-là. Au-delà du fait que tu passes par les serveurs de Google, donc quand j'ai fini de parler, des fois il va se passer 2-3 secondes, le temps que l'API te fasse un retour, ça casse un petit peu l'immersion dans la simulation, parce que du coup, tu as un temps de pause qui n'est pas très naturel dans ta simulation. Lambda, ouais. Voilà. Donc là, on remonte sur deux types de techno qui sont de la reconnaissance vocale pure, et tu es sur l'ordre de 10 millisecondes en temps de processing sur l'audio, et tu vois, avec une latence de 200 millisecondes lorsque nous on fait une simulation, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité et qui rend la simulation beaucoup plus fluide. 10 millisecondes, je pense même que c'est largement au-dessus du cerveau humain. Très clair. Ouais, c'est clair. Il faut déjà 120 millisecondes pour bouger le bras, donc je pense. Ouais.
Et on monte sur des taux de reconnaissance avec cette techno qui est de 95 voire 99% lorsque tu as parlé. Donc là, voilà, on est sur des scores qui sont beaucoup plus satisfaisants sur cette partie-là, quoi. Et puis qui nous permettent aussi, sur des besoins clients, tu sais, où tu peux avoir certains verbatim ou certains lexiques très propres à l'entreprise, qui sont pas forcément reconnus par un Google ou par un Watson, de pouvoir aussi travailler sur des points plus techniques et de pouvoir intégrer justement la reconnaissance de ces termes-là. Ouais, complètement. L'intérêt de ce type de techno, c'est qu'on est sur de la reconnaissance vocale et donc tout type de phonétique, on peut le détecter si besoin, quoi. Okay. Et implanter un lexique complet d'une entreprise, justement pour accéder à ces phonétiques, ça prend combien de temps sur voilà, une entreprise? On va parler et on va rentrer dans le cas juste après, je pense, de Bouygues, qui doit, voilà, comme toute grosse entreprise, doit avoir des acronymes, doit avoir des anglicismes, doit avoir même des mots qu'on utilise dans le langage général, mais qu'on va réutiliser aussi dans le cadre de l'entreprise et qui vont avoir un autre sens. Voilà, comment est-ce qu'on fait voilà, combien de temps ça prend? Et justement, quand on a des mots qui ont deux significations, comment est-ce qu'on fait pour lui dire c'est celle-là plutôt que celle-là voilà. Ouais. Alors, juste sur le cas Bouygues, on a eu très peu le cas, en fait, en réalité, sur des sujets commerciaux, que ce soit Bouygues Télécom, Orange, Sixt, on parlera peut-être de Franprix tout à l'heure. C'est des cas sur lesquels on a assez peu d'acronymes, justement. On s'y est assez peu confronté sur ces cas-là, mais je laisse Romain répondre sur le temps et la faisabilité. Ouais, il y avait plusieurs questions dans ce que tu as dit, Louis. La première, c'est combien de temps ça met pour produire une simulation? On est sur entre 1 mois, 2 mois maximum sur le temps de production. Ça va dépendre après de la densité de l'arbre de conversation qu'on va produire avec notre client. Mais tu as 3 phases. Tu as la première phase qui est l'écriture du scénario. Donc là, nous, on va être la plume pour notre client et c'est nous qui allons écrire les différentes situations et qui allons nous occuper de tout le vocabulaire, on va dire, générique. Après, tout le vocabulaire métier, là, c'est à notre client de nous le fournir et nous, on s'occupe d'intégrer tout ça dans la solution. Okay. Donc, sa première phase, c'est l'écriture du scénario. On le valide ensuite avec le client. On part en production. Donc, en fonction du type de simulation que tu vas avoir, soit on va être en tournage audio, pour enregistrer uniquement la voix si c'est une simulation téléphonique. Sinon, c'est un tournage vidéo 360 si on fait une expérience en réalité virtuelle. Là, tu es sur 2 semaines de production, tournage, post-prod et intégration de la vidéo. Et après, ouais, pardon. Pardon Romain, parce que je partage en image, en écran, le tournage de Bouygues. Le tournage de Bouygues, ça s'est fait sur une nuit de mémoire en agence. On l'a fait, et on l'a fait dans la boutique école de Bouygues. C'est ça. D'accord. Ouais. Donc voilà, et la dernière partie, ça va être l'intégration de la simulation dans notre outil auteur. Et donc là, concrètement, on ne te demande pas d'être un développeur pour utiliser l'outil auteur. Si tu sais utiliser Word, tu sais utiliser notre outil auteur. Donc, quand tu parlais des différentes phrases ou vocabulaire, en fait, tu vas le taper comme dans un traitement de texte, les différentes phrases. Et là, notre outil a des aides à l'écriture intégrées à l'intérieur du traitement de texte qui va chercher automatiquement des synonymes, te faire des propositions de variantes de phrases, de la détection d'intention derrière pour augmenter au maximum les différentes façons que pourrait exprimer un utilisateur la phrase que tu viens d'écrire dans le scénario. C'est un petit peu la magie sous-jacente pour rendre l'écriture beaucoup plus simple et pas être sur du chatbot bête et méchant, de se dire « Ah non, là, tu as dit un autre mot ou tu as utilisé une autre préposition. Désolé, c'est pas ce qu'on a rentré dans la simulation, ça n'a pas fonctionné. » C'est ça. Ok. Mais en fait, donc, en gros, l'outil auteur va permettre d'ajouter une certaine souplesse aux différents phrasés pour permettre justement de ne pas bugger si au lieu de dire bonjour estimé client, j'ai dit bonjour très cher client. Voilà. Il va proposer la souplesse de dire voilà, ce sont des phrases d'accroche qui pourraient fonctionner l'une ou l'autre et elles sont interchangeables.
Ouais. Alors, si tu me poses des questions comme ça, je peux rentrer très loin dans le détail et je peux geeker dessus. Mais en fait, on va être sur de l'analyse syntaxique et du coup, la phrase que tu vas rentrer en analyse syntaxique, on appelle ça une intention. Et donc, l'intention, là, c'est l'accueil client. Et l'accueil client, tu peux le faire de 1001 façons différentes. Donc, nous, on a des modèles génériques qui sont préétablis. Un petit peu comme sous un PowerPoint, tu as des templates pour t'aider à ne pas démarrer d'une page blanche. Et tu as déjà une structure de phrase, des intentions, des modèles qui sont entrés dedans. Donc, tu peux utiliser l'outil auteur comme ça, ou tu peux partir d'une feuille blanche et rentrer tes propres modèles si tu le souhaites. Donc, on a vraiment un niveau de souplesse où tu peux être très précis au mot près, à la préposition près qui a été exprimée par la personne, ou tu peux être sur des modèles beaucoup plus larges. Voilà, si la personne m'a accueilli, boum, alors, clac, je veux que le client dans la boutique réagisse de telle façon. Ok. Oui, on nous dit question bête, effectivement, on part du postulat que des accessoires comme les micro-expressions du visage, etc., vont être détectables d'ici peu. Je pense notamment à l'accessoire qui est sorti là il y a peu avec le HTC Vive Pro. Est-ce que c'est des choses, typiquement, est-ce que c'est l'évolution en fait de ce que vous voulez faire, ou est-ce que c'est peut-être trop éloigné ou pas par rapport à votre solution? C'est des technos qui fonctionnent déjà très bien, qui existent déjà. Si tu veux la mettre en place dans nos simulations, on pourrait le faire. Honnêtement, personne nous le demande. En réalité, aujourd'hui, on est 90% de simulation, c'est vraiment ce qu'a dit la personne dans la simulation. On n'est même pas sur l'intonation ou autre, on est vraiment sur ce qu'elle a exprimé. Oui, on pourrait partir après sur des analyses de micro-expressions si besoin. Après, tu vas alourdir la technologie dont tu as besoin pour t'entraîner dans la simulation. C'est-à-dire que là, tu as besoin d'avoir une caméra, ou tu as besoin d'avoir un casque de réalité virtuelle qui, lui, soit compatible pour analyser tes clignements au niveau de tes paupières. Tu as des casques qui le font. Mais tu n'es plus sur un casque d'entrée de gamme. Là, tu tombes sur un casque à 400-500 euros. Quand tu vas devoir entraîner une flotte de collaborateurs, ton budget de formation va prendre un coup. Et du coup, c'est un peu plus compliqué de déployer la solution à ce niveau-là, quoi. D'accord, ok. On était parti sur les premières versions du Pitch Boy. Tu avais ta montre connectée, on prenait tes pulsations, on était capable de savoir si tu étais stressé ou pas dans telle et telle situation. Pour la gestion du stress, bien sûr. Ouais, voilà. Tu peux même détecter la sudation au niveau de la peau. Enfin, on peut partir très loin. Tu as des sujets de neuroscience où on va mettre des électrodes sur ton crâne et on va être capable de savoir si tu es stressé, si tu réfléchis au moment où tu parles, ou si ça devient normal comme un réflexe reptilien, tu vois, dans la simulation quand tu es en train de t'exprimer. Ouais, complètement. Tu peux partir loin, mais là, tu vois, tu commences à devenir un petit peu comme Ghost in the Shell, avoir des sondes un petit peu branchées de partout. Ça fait flipper, c'est anxiogène, et en réalité, personne va vraiment utiliser ça comme ça, quoi. Donc, nous, on est plus sur une logique de déploiement extrêmement simple qui fonctionne sur tous les appareils. Plug and play. D'ailleurs, tu n'installes rien sur ton ordinateur, tout est directement sur ton navigateur. Donc, tu te connectes sur Internet, tu rentres ton identifiant mot de passe, et voilà, tu peux faire une simulation directement sur le Pitch Boy. Alors, il faut que tu aies un micro, voilà, c'est tout ce qu'on va te demander. Oui, c'est ça. Tout passe par le son à 100%. Quoi. Okay. Ouais, principalement, ouais. Du coup, ce que tu disais sur les neurosciences fait une bonne transition pour la question suivante. Est-ce que vous utilisez les apports des sciences sociales dans la conception des scénarios, type les nudges, les biais cognitifs et autres avancées sociales? Alors à ce sujet-là, oui, en fait, aujourd'hui, on les intègre quand c'est une demande de nos clients. Si tu veux, aujourd'hui, le point d'entrée, il y en a 3. Il y a le client qui va nous solliciter avec un contenu qui doit être déjà prêt. Donc, on parle de contenu sur étagère. Ça peut être aussi bien dans des formats pour du recrutement, pour de la formation, peu importe. Et donc là, c'est pas forcément leur attente. Ensuite, quand on rentre sur des formats sur mesure, deux possibilités. Le client n'a pas le contenu, il n'a pas la matière pour créer. Et donc là, effectivement, on peut avoir des demandes d'apport de neurosciences, d'apport de nudge. Et dans ces cas-là, on va, par notre réseau, par notre écosystème, aller sourcer, travailler avec des partenaires qui vont être capables de pouvoir l'intégrer dans la scénarisation et dans le contenu qu'ils vont apporter. Et autre possibilité, le client, comme c'était le cas sur Bouygues Télécom, a déjà le contenu. C'est pas forcément leur attente, c'est pas ce qu'ils vont rechercher. Donc, on va pas forcément le travailler. Par contre, un point qui est hyper important pour nous, c'est quand même de prendre en compte les b.a.-ba de ce qu'on sait des neurosciences. Donc notamment, on sait qu'au bout de 10 minutes, on perd à peu près 80% d'attention.
Là, je sais pas à combien de temps on en est de discussion. On en est un peu plus de 20 minutes. Donc, normalement, on a Réveillez-vous dans le chat. Tout le monde s'est barré. Voilà. Venez. C'est marrant, faut se Surtout réveiller. s'ils sont sur les casseroles en train de faire à manger ou faire les devoirs des enfants. Donc, on sait qu'au bout de 10 minutes, on perd 80% d'attention. Mais c'est valable sur ce qu'on est en train de faire comme exercice aujourd'hui. C'est valable au cinéma, peu importe. Donc en réalité, on travaille et on s'attache à accompagner nos clients pour aller sur des formats qui soient courts, qui dépassent pas 10 minutes. Donc avoir des interactions qui soient courtes, quitte à les travailler en séquence, par exemple sur la démarche commerciale, tu peux avoir des phases de découverte qui peuvent être un peu longues, je pense notamment à l'environnement de l'assurance, et ben on va le découper pour que l'apprenant puisse s'entraîner par étapes. Le deuxième point, et c'est quand même le b.a.-ba en termes de neurosciences, c'est qu'on explique qu'on décroche très très vite quand on est passif. Si tu n'es pas actif dans ton apprentissage ou dans la démarche que tu es en train de mener, si tu es passif, tu décroches. Le but du Pitch Boy, c'est justement d'être toujours soit en écoute active pour pouvoir envoyer une séquence de réponses, soit d'être actif en parlant. Donc on a des taux d'attention et d'engagement qui sont hyper importants. On n'a pas de décrochage en cours de formation, en pleine réalisation du simulateur, comme ça peut être le cas sur beaucoup de modules e-learning ou parfois quand on a tous vécu ces journées de formation présentielle où des fois on décroche un peu. Là, c'est pas le cas. Sur un simulateur, tu l'as pas. Des fois. Donc c'est pas comme si b.a.-ba c'était monnaie courante en ce moment. Non, pas vraiment. Il y en a encore un petit peu, mais c'est bien, c'est important le présentiel, c'est aussi des bonnes choses, c'est des moments précieux. Et le simulateur Pitch Boy vient en plus de ça compléter des apports de formation, alors qu'elles soient présentielles ou classe virtuelle. C'est des outils, c'est vraiment des outils, les simulateurs, qui sont hyper intéressants pour les formateurs. Ça va leur permettre d'animer et de donner une dynamique dans leur formation présentielle ou classe virtuelle. Un petit peu sur le principe des jeux de rôle. Les jeux de rôle qu'on a peut-être pour beaucoup vécu en formation présentielle. Je joue tel rôle, tu joues tel rôle. On fait passer 2 personnes devant le reste du groupe. Ça a certaines limites parce qu'il y a une peur de l'échec, il y a une peur du jugement pour les apprenants qui passent. Tout le monde ne peut pas passer parce que le formateur, il a aussi un timing à respecter. Là, l'intérêt, c'est que le formateur, pendant 10-15 minutes, il crée un atelier, il met chaque apprenant soit dans un casque de VR par groupe, soit sur ordinateur ou sur smartphone. Il leur fait vivre la situation et à la fin de la simulation, au bout de 10-15 minutes, il va avoir toute la data qui est agrégée qui remonte. Il peut avoir une cartographie des compétences des personnes qu'il a dans sa salle de formation, créer des groupes de travail, animer sa formation de manière beaucoup plus dynamique, en accord avec les besoins de l'apprenant par rapport à ce qu'il fait un petit peu à l'aveuglette normalement, parce qu'il n'a pas forcément une cartographie très claire de qui est bon dans quoi, et pour identifier ses hauts potentiels, c'est super intéressant. Ouais, complètement. Ouais. Et j'insiste beaucoup sur le fait, effectivement, de la manipulation de la data derrière, parce que, en fait, si vous êtes une entreprise, par exemple, que vous voulez contacter, vous posez la question si la solution fonctionne ou pas, bah, c'est ces data-là qui vont vous le dire, en fait. Très clairement, hein, vous pouvez mettre à l'épreuve le soft en bégayant un peu, enfin, voilà, et vous rendre compte que bah, finalement, le soft va le détecter. Et donc, sur ce schéma-là, ce que je voulais dire, c'est que bah, n'hésitez pas à le tester. En fait, c'est un petit peu comme pour la VR, etc. En fait, faut venir le tester. Est-ce que vous faites des sessions de tests, j'imagine, ou sur lequel On vous a des distribuez sessions potentiellement de l'APK? Alors, on a des sessions de démo qui s'organisent soit à la demande, soit en collectif s'il y a plusieurs personnes dans l'entreprise. Et après, des sessions de test, on peut en ouvrir, pareil, soit en collectif. Là, j'organise pour, je ne vais pas citer la banque, mais pour une grande banque voilà, française. On organise une séance, une journée d'essai et de démonstration à Station F la semaine prochaine pour qu'ils puissent prendre en main et essayer, qu'on puisse les accompagner. Parce que quand on fait tester du Bouygues Télécom ou du Sixt à une banque, c'est pas leur domaine d'expertise, donc on leur donne un peu de Ils se tips. projettent mal. Ouais, exactement. Donc on leur donne des tips, on leur donne un peu des éléments sur le scénario. Et l'idée, c'est qu'ils puissent tester. Et puis on a de plus en plus de scénarios génériques, notamment par exemple des sujets sur la cybersécurité pour t'entraîner à vivre une cyberattaque, un peu sur le principe d'une attaque au président. Et on est en train de travailler sur des sujets beaucoup plus transverses comme le fait religieux en entreprise, lutte contre le sexisme, discrimination dans le cadre d'embauche. Donc, on travaille aussi sur des sujets génériques qui permettent aussi de se projeter beaucoup plus facilement. Ça marche. Ça marche. Et Ok. alors, question comment dire
L'objectif pour Pitch Boy, c'est plutôt de vendre du générique ou de vendre enfin, l'outil auteur, de vendre du sur-mesure. C'est quoi là aujourd'hui l'axe de développement principal? Les deux, mon capitaine. La plateforme en fait de Pitch Boy, l'ADN de la plateforme de Pitch Boy, c'est de pouvoir faire vivre une expérience et de donner un feedback personnalisé. Donc l'idée, c'est que pour ça, il faut avoir du contenu dessus. Aujourd'hui, le contenu, tu l'auras compris, Pitch Boy, on n'est pas expert en management, en vente, en lutte contre le sexisme. C'est pas notre domaine d'expertise. Donc les vrais experts métiers, c'est les organismes de formation, c'est les indépendants, c'est les formateurs, c'est tous ces sachants qui ont la capacité de produire et de se projeter, de partager leur savoir. Donc en fait, Pitch Boy se met à disposition avec l'éditeur de scénario de cette population, de ces formateurs et experts métiers qui vont pouvoir créer du contenu, le diffuser sur la plateforme Pitch Boy, un peu sur le principe d'une app ouverte, donc d'une marketplace où ils vont pouvoir diffuser et revendre leur contenu à des particuliers ou à des entreprises. Et puis, c'est aussi la possibilité pour Pitch Boy de continuer à travailler un peu sur un principe d'un studio, de pouvoir accompagner, créer sur mesure pour nos clients finaux. Donc les deux, développer du contenu par le biais des experts métiers et puis développer du contenu en direct avec nos clients sur des sujets sur mesure dont ils ont l'expertise. Ok. Et c'est super intéressant ça, la notion de marketplace, c'est-à-dire que demain je suis étudiant justement en sciences sociales et je fais une thèse et je veux approfondir justement tout ce qui est lien, par exemple typiquement consumer et enseigne. Je peux venir en fait utiliser votre solution, créer quelque chose sur le marketplace. Après, ça prend ou ça prend pas, mais c'est de l'ordre du possible, du coup. C'est absolument de l'ordre du possible, c'est ce vers quoi on se dirige, ouais, absolument. D'accord. Ah, c'est Alors, une super nouvelle. Vous nous avez parlé là tout à l'heure du fait que vous aviez commencé par la VR et ensuite vous êtes parti sur de la simulation de conversation téléphonique ou de visio pour augmenter aussi l'offre et faciliter, je pense aussi la diffusion faciliter la diffusion dans les entreprises parce que tout le monde n'est pas obligé de s'équiper du coup en casque. On nous demande si vous avez pu du coup constater des différences dans la qualité des apprentissages entre des gens qui auraient fait la même expérience sur téléphone, PC et casque de VR. Voilà. Est-ce que Alors moi, j'ai pas de feedback chez nos clients aujourd'hui, puisque nos clients, on a par exemple la SNCF qui fait un déploiement mixte, donc il fait un déploiement casque de VR dans leur formation présentielle. Comme je le disais tout à l'heure, le formateur s'en sert en formation présentielle. Et post-présentiel, l'apprenant peut continuer à y avoir accès depuis son ordinateur. Ça, on est en cours de déploiement, c'est-à-dire que les premières sessions de formation présentielle, elles vont avoir lieu là, sur fin mars, début avril. Et dans ce cadre-là, ça serait même peut-être pas pertinent de dire est-ce qu'il a mieux retenu avec le casque de VR qu'avec l'ordinateur, puisqu'il aura fait d'abord le casque de VR et après il va utiliser l'ordinateur. La conviction profonde aujourd'hui qu'on a chez Pitch Boy et ce qu'on peut aussi lire des différentes études, c'est que le casque de VR, c'est un outil merveilleux parce qu'en fait, on est complètement immergé. Donc tu vis une immersion totale, tu es coupé de tes environnements parasitaires extérieurs, j'entends les notifications qui arrivent sur le téléphone, sur l'ordinateur à tout bout de champ, le collègue qui rentre dans la salle ou les enfants qui veulent faire signer leur carnet de liaison. Donc tu vis une expérience où ton cerveau est complètement immergé. Donc si on revient sur le sujet des neurosciences, tu vis une expérience d'incarnation, d'embodiment que tu ne peux pas avoir à 100% sur un ordinateur ou sur un smartphone. Néanmoins, en termes de rétention d'informations, on pourra donner des chiffres un peu plus précis, je pense, d'ici quelques mois après les déploiements mixtes. Le fait de faire vivre une expérience immersive où je suis actif, ce qu'on constate, c'est que nos clients qui ont testé sur ordinateur ou sur smartphone il y a 6 ou 8 mois, quand on les rappelle aujourd'hui, parce qu'ils n'étaient pas forcément prêts avec le contexte sanitaire, ils nous disent exactement ce qu'ils ont vécu dans l'expérience Six, dans l'expérience Bouygues Télécom ou dans ce qu'ils ont vécu. Et ils se souviennent exactement de ce qu'ils ont vécu, alors que c'est pas leur métier, c'est pas leur entreprise, c'est pas leur environnement. Ils ont juste fait une démo sur ordinateur ou sur smartphone et ils se souviennent exactement de ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils ont communiqué. Et ça rejoint un petit peu... j'ai partagé un article sur le sujet cette semaine. On parlait justement du réseau Clubhouse qui fonctionne que par la voix. C'est impressionnant la mémoire qu'on a juste avec l'utilisation du langage et de la voix.
Donc aujourd'hui, ça fait très très bien le job en termes de mémorisation de travailler sur ordinateur ou sur smartphone. C'est ce que je peux te partager. Donc on n'a pas d'école pro casque de VR ou ordinateur. Il y a des bons taux de rétention sur les deux. L'ancrage mémoriel est vraiment beaucoup plus fort parce que là, en fait, on va te demander vraiment de parler comme tu le ferais dans le monde réel. Je ne vais pas te demander de cliquer sur A, B ou C. L'expérience est beaucoup plus marquante et elle l'est d'autant plus quand tu es en réalité virtuelle parce que là, on t'immerge vraiment dans la simulation. Donc, c'est comme si tu y étais. On ne l'a pas précisé, mais en réalité virtuelle, ce sont des vidéos que tu as en 360. Donc, tu n'es pas sur un avatar en 2D ou un sprite qui fait un peu cartoon. C'est vraiment un vrai humain que tu as devant toi et qui peut avoir des micro-expressions faciales en fonction de ce que tu vas dire. Donc, l'ancrage est beaucoup plus fort. Tu as vraiment l'impression du coup d'être en situation réelle quand tu vas t'exprimer à ce niveau-là, quoi. Mais du coup, ça donne quoi techniquement parce que là, comme ça, j'ai une image qui me venait en tête. Vous savez, c'est les FMV, donc les jeux vidéo qu'on avait à l'époque. Comment est-ce qu'avec une vidéo, techniquement, vous avez réussi comme ça à avoir plusieurs embranchements sans que ça se voit, ou peut-être que ça se voit en fait au niveau du cursus, mais enfin au niveau du processus, pardon. Ouais, effectivement, il y a une technique de tournage pour faire en sorte que les transitions entre les vidéos, tu vois, soient le plus douces possible. Que j'ai pas ma main là, tu vois, et sur le plan d'après, dès que je passe à l'autre vidéo, j'ai la main qui disparaît, par exemple. Donc là, c'est une technique de tournage qu'on a mis en place, nous, avec les acteurs avec lesquels on travaille. Et on travaille sur d'autres sujets R&D sur cette partie-là pour demain, en fait, ne plus faire de tournage vidéo, mais générer la vidéo par de l'IA. Et donc, on est sur des technos qu'on appelle type deepfake. Ouais. Du coup, on va créer des modèles de vidéos et ensuite, on va pouvoir faire et dire à la personne dans la vidéo à peu près ce qu'on veut, avec le timbre de voix qu'on souhaiterait avoir, par exemple. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on est en train de bosser. Et on parlait de l'outil auteur. Du coup, tu vois, dans l'outil auteur, si tu fais une simulation réalité virtuelle, il faut quand même aujourd'hui que tu tournes tes vidéos en 360. Donc nous, on a des modèles de vidéos que tu peux utiliser, mais en réalité, si tu veux vraiment faire une expérience sur mesure, il faut tourner tes propres vidéos en 360. Donc demain, avec ce type de techno-là, en fait, tu diras, tiens, je veux un homme, une femme, tel âge, tel timbre de voix, boum, et l'IA va te générer ces vidéos-là dans ta simulation. Et alors, tu as pas peur que... à générer comme ça de la vidéo 360 à la volée avec du deepfake, que j'adore l'idée, hein, vraiment. Est-ce que tu n'as pas peur que on ait du mal à respecter les règles de la vidéo 360? J'entends par là que le point de vue a une importance particulière en fonction de l'endroit d'une conversation où on va te positionner. Je vais faire schématiquement, mais t'es 1 mètre derrière la personne et tu les vois, tu es spectateur. On est 3 autour de la table. Je suis quelqu'un qui fait partie de la conversation. Je peux être à la place de quelqu'un d'autre, ou si je suis sur la table, je suis la cafetière. La question, c'est est-ce que tu as généré à la volée comme ça de la vidéo? On risque pas déjà de fausser ce niveau-là, et en plus de ça, de fausser aussi les questions de hauteur de caméra. Puisque si on nous met à 1m10 du sol, on est plutôt sur un point de vue d'enfant, ce qui peut être très intéressant pour, par exemple, je sais pas, si on fait un truc sur les violences dans le cercle familial, de pouvoir montrer le point de vue de l'enfant et ce que ça fait en impact quelqu'un qui hurle sur un enfant, par exemple. Et en même temps, si on a 1m80, on est plutôt à une taille d'adulte, et si on est à 2m20, on est trop grand et ça rend tout le monde un peu nauséeux parce que il y a le micro décalage qui fait que ça marche pas. Là, on va être sur les mêmes calages techniques que lorsque tu fais une vidéo 360. En fait, le point de vue dans une vidéo 360, tu ne peux pas le déplacer une fois que tu as tourné la vidéo. En fait, on va projeter la vidéo sur ce qu'on appelle une skybox. Donc, c'est comme si tu étais à l'intérieur d'une sphère. Et on va projeter la vidéo dans cette sphère. Si tu te déplaces dans l'environnement en réalité virtuelle, en fait, la vidéo ne va pas se rapprocher. Elle sera toujours au même niveau. Donc, quand tu vas devoir placer des personnages dans ta vidéo, ils seront sur un point de vue fixe, préétabli. Et bien entendu, il faudra faire attention à ce que tu puisses pas placer un personnage qui devrait être au niveau de la cafetière. Donc, les modèles sur lesquels on travaille là, c'est en fait des templates de vidéos préétablis
avec des endroits préétablis dans lesquels tu peux insérer des personnes. Mais voilà, tu vois, ça s'arrête là. Enfin, Oui, bien sûr. la vision qu'on a demain de se dire je fais à peu près ce que je veux avec la vidéo, enfin, on n'est pas encore là aujourd'hui, hein, du tout. Hein. Ouais. Non, La partie deepfake commence à bien évoluer. Il y a plein d'applications voilà, qui tournent sur Internet où tu fais dire ce que tu veux à peu près n'importe qui. En fait, en réalité, derrière, c'est des gros modèles qui sont créés, développés pour ça. Donc, nous, on va créer nos propres modèles dans des templates de vidéos qui seront à disposition de nos utilisateurs. On parle de C'est assez la... flippant, d'ailleurs. Ouais, ça peut être assez flippant. Le Il y a- deepfake, enfin l'arrivée massive, hein, parce qu'effectivement on n'y est pas encore. Hein, je partage totalement ce que tu dis. C'est pas demain, Non. mais on y arrive hein, très fortement et cumuler une population du coup qui, enfin, va falloir vraiment éduquer les gens, je pense, à avoir du recul en permanence. Enfin, moi le deepfake, je le manipule. Enfin, moi d'un point de vue IA. Pour le boulot, de la veille techno, etc. C'est vraiment bluffant, même quand on sait que c'en est. Mais alors, j'imagine le jour où ça va être massivement sur les réseaux sociaux, etc. C'est catastrophique pour les gens qui n'ont pas de recul. Ça arrive, hein, je ne sais pas si tu as vu MyHeritage, où tu peux faire animer les photos des grands-parents ou des vieilles photos. La techno va de plus en plus se vulgariser. Ça sera voilà, de plus en plus plug and play pour tous tes besoins là-dessus, quoi. Alors, on nous dit d'ailleurs, est-ce que vous êtes réel? Bah, peut-être pas. Peut-être pas. C'est une conversation enregistrée dans le Pitch Boy, c'est ça. Ça dépend de la couleur de la pilule. Et on parle de réalité virtuelle, mais pour nous, c'est un petit peu une passerelle parce que la promesse du Pitch Boy, c'est de t'entraîner sur ton lieu de travail. Donc là où je veux vraiment qu'on aille par la suite, c'est sur la réalité augmentée. Lorsqu'on va te dire qu'on va t'entraîner dans la boutique dans laquelle tu travailles tous les jours, tu vas mettre ton casque de réalité virtuelle et là, on va faire apparaître un hologramme, un prospect qui est dans ta boutique. Et donc là, voilà, tu peux pas être plus proche que ça de la réalité de ton quotidien dans lequel tu vas t'entraîner tous les jours. Ouais, tout à fait. Et à contrario, c'est extrêmement challengeant pour vous parce que plus on se rapproche de l'écosystème connu en fait de l'apprenant, pour reprendre les termes, du coup, et plus vous devez être fidèle à 100% et plus il va voir en fait le moindre petit tic qui pourrait se passer. Donc c'est un gros challenge, je pense. Oui, après, on reste un outil de formation pédagogique, on est une solution dans le domaine de la high-tech, plus précisément de la HR-tech. Donc, tu n'es pas là pour vivre une expérience hollywoodienne avec des effets spéciaux de dingue. Non, tout à fait. On est là pour avoir une expérience qui soit la plus proche de la réalité possible. Mais oui, tu auras toujours quelques petits biais qui te feront voir que, entre deux séquences vidéo, tu vois, il y a des choses qui ont un petit peu bougé. Voilà, tu auras t'as des petites problématiques comme ça qui sont dans la simulation aujourd'hui, mais qui vont s'effacer avec le temps. Parce que c'est des sujets sur lesquels on travaille. On et puis on le dira jamais assez, effectivement. L'important, c'est les process en fait. Enfin, c'est ça que recherche aussi un chirurgien quand il fait des formations en VR, etc. C'est pas le réalisme pur, les retours haptiques, etc. C'est vraiment enregistrer les différents process, comment réagir. Ah, là j'ai le tel trigger, je passe sur tel arbre de décision finalement. Enfin, c'est ce que fait le cerveau au final. Et c'est vraiment ça qui est voulu et qui est mis en valeur et qui marche vraiment très très bien en VR. On avait une question d'ailleurs sur la mémorisation de Hitch qui nous disait est-ce que du coup le meilleur ancrage mémoriel qu'on a, est-ce que c'est pas dû uniquement au fait d'avoir une techno finalement nouvelle et de faire d'utiliser finalement quelque chose de nouveau. Je vous laisse apporter des éléments. Je sais que j'en aurais aussi à apporter dessus, mais peut-être même les mêmes d'ailleurs. Ouais. La nouveauté et l'innovation, pour moi, c'est pas, c'est même prouvé, c'est pas ça qui est facteur de mémorisation. On l'a vu avec le e-learning et son arrivée il y a une dizaine d'années sur le marché, c'était nouveau. Les e-learning duraient 1h30 et en termes de mémorisation et de rétention, c'était proche de zéro en fait. Voilà. Et pourtant, c'était super innovant. C'est pas pour rien que c'est 10%, hein, je crois, encore cette année. On est légèrement au-dessus ou légèrement en dessous pour le CNAM. Vous savez, les cours du soir, etc. Oui. 10% d'obtention. Hein, du coup, il y a 90% de personnes qui abdiquent. Bah, c'est à cause de cet effet, en fait. Hein,
Et à contrario, C'est quand tu assommant. regardes un Open Classroom qui fonctionne sur du 100% distanciel, mais avec un système de mentorat intégré, ils sont pas loin du 100% en termes de réussite, parce qu'ils ont réussi le coup de mixer de l'écrit, des vidéos très très courtes et un petit peu de Ouais. mentorat, donc sur de la démarche blended. Donc, en fait, je pense pas que ce soit tant la nouveauté que vraiment des solutions qui soient proches de la réalité et qui sont adaptées au cerveau de l'apprenant. Encore une fois, temps de concentration, l'utilisation qu'on va en faire où on se projette dans quelque chose qui est réaliste. Par exemple, on a vu l'émergence des serious games il y a un peu plus récent, il y a 5-6 ans. Sur des serious games, il y a des choses qui sont très bien réussies parce qu'effectivement, on va demander à l'apprenant d'être engagé, on va le faire participer dans un environnement qui est quand même assez proche de sa réalité. Et il y en a d'autres qui sont très très longs, qui sont compliqués, qui sont graphiquement plutôt mal réussis. Et là, pour le coup, c'est aussi du nouveau, mais faible ancrage. Donc, innovation, mémorisation, c'est deux choses que je diffère complètement. Le présentiel, c'est pas innovant et pour autant, on peut avoir des super résultats, la classe virtuelle aussi. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'on diffère. Voilà, ce qui va vraiment impacter la mémorisation, c'est immersion et interaction sur le simulateur. Ouais, l'ancrage, Sur la partie technique. Ouais, l'ancrage pour moi, c'est vraiment, en fait, je te demande vraiment d'agir de la même façon que tu le ferais dans le monde réel. Quand tu fais de l'e-learning, tu as toujours un choix A, B ou C. Tu réfléchis pas. Puis quand tu sais pas, tu fais au hasard. Si je te pose une question, Chance sur 3. ouais, voilà, tu as une chance sur 3. Et encore, certains nous confient quand je suis en tournage et du coup, il y a des personnes qui font des learning qui sont sur place, me disent je le fais pendant ma pause café. Donc en fait, je regarde un autre truc, je dois le faire et je clique au hasard parce qu'il faut le faire. Voilà. J'apprends rien. Enfin, dans le monde réel, quand voilà, je suis un conseiller bancaire, je dois recevoir mon client. Je ne clique pas sous sa tête, hein, je lui parle. Et donc le Pitch Boy te force vraiment à te mettre dans cette situation, à réfléchir comme si tu avais la personne en face de toi et à parler et à t'exprimer. Et du coup, ouais, c'est comme un simulateur de vol. Hein, tu entraînes comme si tu y étais, c'est comme si tu faisais un code kata. Quand tu fais du karaté, on parle beaucoup de faire du kata, c'est répéter les gestes. Tu crées des automatismes. Et t'ancres du coup beaucoup plus que cliquer sur A, B ou C, où tout ce que tu répètes, c'est ton clic souris, où tu dis, ah non, là, si la personne me parle, c'est le choix B. Mais voilà, dans le monde réel, quand tu vas mettre ça en application, ça va pas fonctionner, quoi. Non, mais c'est très... Et puis pour compléter, Vas-y. Je t'en prie. Sur le langage, en fait, le langage fait appel aussi à un aspect musculaire et on sait que par exemple sur l'apprentissage des langues, il y a plein de techniques qui ont prouvé que d'associer l'apprentissage de certains vocabulaires ou de certains mots dans une autre langue, par exemple le mandarin, tu l'associes avec un geste, tu vas beaucoup mieux le mémoriser. Parce qu'en fait, tu as une mémoire musculaire qui est associée, le langage pousse cette mémoire musculaire aussi. Donc le fait d'être pas sur un simple clic, comme le dit Romain, où tu es sur une modalité qui est engageante et qui en plus de ça va engager musculairement ton corps, parce que la mâchoire, la bouche est un muscle, ça va aussi activer beaucoup de neurones et qui vont permettre notamment de pouvoir ancrer davantage. Complètement. Galien, on passera à ta question. Non, pardon, vas-y. Non, je disais à Galien, on passera à ta question juste après. Moi, je voulais revenir aussi un petit peu sur l'aspect VR en lui-même et l'ancrage mémoriel de la VR. Faut savoir que scientifiquement, il est même assez bizarre en fait cet ancrage mémoriel. C'est qu'il y a une partie qui est due à l'immersion brute et une autre partie qui est due en fait à un environnement que tu ne maîtrises pas. Et en fait, c'est ton cerveau, du coup. Alors, pour le coup, on parlait de cerveau reptilien, mais on n'en est pas très très loin. Hein. C'est dans les bas-fonds de ton cerveau qui te dit oulala, moi, cet environnement-là, c'est pas celui auquel je suis habitué. Je sais pas trop ce qui peut s'y passer. Et du coup, par définition, tous tes capteurs sont au rouge, l'attention est au maximum, l'attention, pardon, pas en deux mots, l'attention est du coup au maximum, et par définition, cet ancrage, du coup, est extrêmement amplifié, au moins sur les premières utilisations, et après, ça finit quand même par s'estomper, mais de toute façon, après, on a l'effet de répétition qui vient en rajouter une couche, ce qui fait que derrière, vous avez une courbe assez conséquente, effectivement, sur l'ancrage mémoriel. Et ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont fait des jeux vidéo en VR le savent aussi. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, aujourd'hui, la littérature scientifique, vous allez voir pas mal de chiffres qui existent, qui sont vrais dans des contextes d'études particuliers. Donc si vous n'avez pas le contexte d'études, ils sont dans l'absolu faux. Par contre, ce qu'on a démontré, en complément de ce que disait Cédric, c'est vraiment que
ce qui se passe en réalité virtuelle va vraiment activer les canaux de la mémoire, à court et à long terme, et de la mémoire épisodique. Parce que on va avoir de l'émotion, parce qu'on va avoir de l'engagement, on va avoir de l'interaction, on va avoir de l'intention. Et ça nous permet de mieux retenir ces choses qui ont d'ailleurs été théorisées un peu avant. Si vous regardez les pyramides de Dell, les pyramides de l'apprentissage, alors on vous dit, vous retenez 90% de ce que vous faites et ressentez. C'est pas vrai, mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que l'expérientiel est beaucoup plus impactant et on retient mieux une expérience de ce qu'on a fait, qui nous a marqué, qu'un bouquin qui nous a marqué. Voilà. L'expérience, on est capable de décrire beaucoup plus finement ce qui s'y est passé et on la retient beaucoup plus longtemps. Et alors, complètement sur un autre sujet, mais c'est pour avoir une autre question. Quel est le moyen de branche que vous avez dans un scénario? Eh bien, ça va dépendre du sujet qu'on va traiter. Entre 20 et 80. En moyenne, on constate généralement sur des scénarios qui sortent, c'est plutôt aux alentours de 40. Donc 40 interactions pour aller au bout. Mais on peut travailler sur des formats beaucoup plus courts, 20, des fois sur 2. Par exemple, savoir faire un pitch investisseur. Tu te retrouves immergé face à une salle de potentiels investisseurs et tu dois faire ton pitch. Donc là, tu as un investisseur qui te lance, tu parles, et puis à la fin, il te dit merci, vous pouvez sortir de la pièce. Concrètement, donc là, tu es sur des interactions très courtes, mais de manière générale, pour vivre l'expérience, c'est une 40aine d'interactions. D'accord. Ok. Moi, j'ai eu l'occasion, je sais plus si c'est avec votre plateforme, mais l'occasion de tester effectivement de pitcher comme ça, et on se sent tout nu en VR quand on vous demande de pitcher comme ça pour la première fois dans une application de VR. La première fois, ça fait bizarre. La deuxième fois, du coup, on finit par s'y habituer. Et puis après, du coup, on a la data qui nous permet de nous améliorer. Ça, c'est vraiment cool. Moi, je peux confirmer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que fonctionne. Tu te sens tout nu en fait le jour où tu dois le faire pour la première fois de manière générale, que ce soit dans un casque ou dans la vie réelle. Donc c'est bien de se sentir tout nu dans un casque. Tu vois, finalement, comme le pilote, parce que Romain le reprend, c'est mieux de cracher un simulateur que de le faire sur un vrai avion. Donc là, c'est mieux de... Voilà. Et c'est tout l'intérêt de la solution. C'est, par exemple, pour un environnement commercial, de permettre à des commerciaux d'avoir un environnement bienveillant, de pouvoir s'entraîner, d'avoir un droit à l'essai, donc par conséquent un droit à l'erreur. Et derrière, l'impact, c'est de pouvoir réduire la casse, ce que j'appelle la casse sur le terrain, en termes de vente, en termes de discrimination, en termes de recrutement, en termes de posture managériale, en fait, tout ce qui va avoir un impact sur le comportement de l'humain et qui peut avoir un impact négatif sur l'image, le business de l'entreprise, si on peut le lisser, faire monter en compétences avant que ces éléments-là arrivent, il y a un gain qui est colossal derrière pour les sociétés. Oui, bien sûr, ouais, complètement. Je vais rebondir sur la question d'Agaldiane qui vous pose la question suivante. Du coup, est-ce que vous pensez rester sur le domaine professionnel ou l'étendre au grand public? Et je vais même peut-être aller un petit peu plus loin que ça là-dessus. Ça, c'est le domaine applicatif, mais sur le domaine de la R&D, etc. Est-ce que vous avez pensé sur tout ce qui est votre analyse syntaxique et autres, du coup, pouvoir l'exporter pour, par exemple, une boîte qui ferait complètement autre chose, leur donner accès, je sais pas moi, pour créer, par exemple, un jeu vidéo. Là, je suis en plein dedans, gestion de foule dans un jeu vidéo. Enfin, alors c'est pas gestion de foule dans un jeu vidéo, on va appeler ça serious gaming, etc. Mais on a vu passer des bribes aussi avec Microsoft, où on discute avec un PNJ comme ça, et qui, enfin, voilà. Quelle est la suite finalement de votre aventure en plus de l'amélioration continue, j'imagine, du produit forcément. Je pense que dans la tech et plus précisément dans la HR tech, il y a encore énormément de choses à faire. On est vraiment au tout début. Donc là, je pense qu'on a encore une longue route devant nous à développer la solution. On regarde ce qui se fait autour, mais en réalité là, ce serait défocus sur notre première mission, qui est en fait d'aider à mieux former les collaborateurs en entreprise, quoi. Donc là, on veut vraiment rester focus sur la tech, HR tech, développer la meilleure solution sur le marché pour immerger les apprenants dans des situations réalistes et mettre à disposition des centres de formation un éditeur de scénario qui leur permette de créer des simulations immersives sur mesure qui mettent en application leur programme de formation, par exemple. Ok. Et du coup, par la suite... Excuse-moi, Louis, c'était pour
Je t'ai coupé. Non, non, c'est pour dire que il va falloir penser au mot de la fin, les amis. On va arriver. Alors attends, du coup, avant, moi j'ai toujours une question et vous y couperez pas, c'était la parce qu'il n'y a pas de dernière raison. Non, c'est vrai que moi, depuis qu'on a commencé ces meet-up, il y a quelque chose qui me tient toujours à cœur, c'est d'essayer de mettre un prix sur une solution, parce que généralement, en fait, les gens qui nous regardent, je me suis aperçu que c'était disproportionné dans un sens ou dans un autre, mais pas forcément. Enfin, en fait, typiquement, si on se place dans le cadre de Bouygues Télécom, donc du coup, qui voulait former ces commerciaux. Est-ce que, ou peut-être un autre exemple, si vous pouvez pas. Alors, je ne vais pas te donner de tarif je vais pas te donner de prix d'achat du client. Mais alors, pour te répondre, il y a la partie plateforme, diffusion et analytique. Là, on démarre à partir de 2 € par apprenant. Donc, entre 2 et 6 € par apprenant, ça va dépendre de la volumétrie d'apprenants, combien de simulations ils vont avoir à disposition, combien de fois ils le font, le modèle un peu de l'entreprise, si on est sur du recrutement, sur de la formation. Donc, à partir de 2 € par apprenant. Et puis après, tu as la partie coût de création. Donc là, ça va dépendre. Est-ce que c'est notre client final qui va faire sa créa lui-même et dans ces cas-là, il a juste besoin d'avoir accès à l'éditeur ou est-ce que c'est nous qui créons et dans ces cas-là, il y a toute la partie tournage, médiatisation, fabrication en fait du produit fini à diffuser sur la plateforme. Et donc là, ce qui va dépendre, c'est si on est sur du format voix, vidéo 2D, vidéo 360, si on fait 20 séquences, 40 séquences, 80 séquences. Globalement, pour donner une enveloppe, on va être sur des budgets pour lancer un premier projet qui vont être aux alentours de 20 000 € pour avoir une première prod à diffuser sur du format voix. Et on va pouvoir commencer à travailler sur de la vidéo 360 sur des budgets aux alentours de 25 000 €, entre 25 et 30 000 € sur des produits finis, déployés, clés en main, en vidéo 360, avec plusieurs scénarios, mais qui permettent d'avoir des personas différents, de pouvoir s'amuser. Voilà. Que tu peux utiliser autant de fois que tu le souhaites. 100, 200, 300 fois par jour si tu veux. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est tout l'intérêt, complètement. Et sur un produit étagère, du coup ? C'est une excellente question. Aujourd'hui, on les embarque dans l'offre complète de nos clients. En fait, on leur met à disposition. Donc, j'ai pas de tarif à te donner. Je sais pas, je vais te répondre. S'il faut donner un tarif, 1 €. Voilà. C'est gratuit avec la première expérience. La première sur mesure, on vous offre les. En fait, l'idée, c'est que nos clients aujourd'hui ont des idées, ont des projets comme Bouygues Télécom, comme BNP Paribas par exemple, mais l'idée c'est de ne pas avoir que leur contenu, c'est de pouvoir ouvrir la plateforme, faire vivre une expérience à l'apprenant sur le contenu qu'ils ont créé, mais aussi sur d'autres choses, de pouvoir les engager. Et l'engagement, ça passe aussi par la variété de l'offre. Si on a Netflix avec 2 séries, on a moins envie d'y retourner forcément. Malgré que la série soit super bien, mais on va pas la regarder, on va la regarder peut-être 2 fois si on est vraiment fan. Donc l'idée c'est effectivement de pouvoir embarquer ces contenus sur étagère et aujourd'hui on les propose en complément, le temps que nos clients puissent continuer à créer, fabriquer, enrichir la plateforme. Mais on peut en parler parce qu'on cherche aussi des co-développeurs de scénarios sur étagère, donc on peut en discuter. Oui, typiquement les étudiants dont je parlais, effectivement, pro sur les par exemple, sociales, etc. les organismes de formation. Ouais, moi je trouve que ce serait des excellents candidats en tout cas. Justement, ils font beaucoup de choses pour faire bouger les lignes un petit peu de ce genre de formation justement. Et voilà, si vous passez par ici, que vous êtes étudiant en sciences sociales, n'hésitez pas, ça peut être ça peut être un bon bail, comme on dit dans le milieu. Ça marche. Eh bien, un grand merci à vous, GG, pour la solution. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Voilà. C'est avec grand plaisir en tout cas. Et de toute façon, pour les gens dans le live, juste après là sur la pause, on va vous donner les liens vers l'entreprise Pitchboy. Marie, est-ce que je transmets ton adresse mail aussi Est-ce que je transmets aussi ton adresse mail Mail et téléphone, tu peux parfément le transmettre avec grand plaisir. Je vais tout donner. Bon, ça a tout cassé la scène quand t'as coupé le stream, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, toutes les infos sont dans la description en dessous. Évidemment, si les lives vous plaisent, parlez-en autour de vous, partagez-les, faites venir des gens, parce que plus on sera nombreux, plus ça sera intéressant. Le chat, merci d'être là tous les soirs, comme d'habitude. Grand merci à vous. Grand merci à vous. Tout à fait. Et merci à nos invités, encore une fois. Évidemment. Cool. Merci de nous avoir accueillis. Vous venez quand vous voulez, c'était un grand plaisir.
Et donc pour la suite des événements de la soirée, on est sur XR360, donc l'émission de news de la semaine. On arrive dans 12 minutes ETR time, donc Et on va être à l'heure. Incroyable. Incroyable. Voilà. Et puis après, ça sera Lenny qui fait des trucs comme tous les Je jeux. serai à l'heure aussi. À dans 10 minutes. Ça, c'est fou. Et un nouveau format d'ailleurs pour XR360. Bonne soirée tout le monde, à tout de suite.